La vraie question qui se pose effectivement, c'est même plus de savoir s'il va y avoir une troisième vague, c'est plutôt comment la transition entre la deuxième vague et la troisième vague va se faire. Bonjour, donc je suis le professeur Thibaut Desmaîtres, je suis responsable du pôle urgence SAMU, médecine intensive et réanimation au CHU de Besançon. Alors écoutez, les indicateurs comme maintenant, et pour la Franche-Comté en particulier, montrent qu'on a plutôt une phase de plateau actuellement, plutôt qu'une réelle diminution comme maintenant du taux d'incidence des cas Covid. Et c'est bien le témoin de ce que l'on vit nous au quotidien au niveau de la situation actuellement du CHU de Besançon. Donc deuxième vague plateau plutôt que sortie de deuxième vague actuellement pour nous. Écoutez, actuellement, la vraie question qui se pose effectivement, c'est même plus de savoir s'il va y avoir une troisième vague, c'est plutôt comment la transition entre la deuxième vague et la troisième vague va se faire. J'avoue que nous, il y a une inquiétude importante actuellement devant cette absence de diminution des chiffres par rapport aux premières simulations qui devaient montrer une décroissance plus importante. Là, actuellement, on est sur une phase de plateau et les simulations actuellement ne sont pas en faveur d'une décroissance comme on l'avait connu lors de la première vague à un moment donné où ça avait décroché de façon très claire et très franche après une phase de plateau. Actuellement, eh bien, les simulations évoquent plutôt une diminution du plateau mais sans un retour aussi important à une disparition, on va dire, de cette deuxième vague. Donc il est possible que l'on poursuive finalement à un niveau plus bas et que l'on rentre en fait dans une troisième vague à l'issue de cette deuxième vague sans qu'elle revienne à zéro en quelque sorte. Ce qu'on sait, c'est que les regroupements de personnes, la levée du confinement, toutes ces choses-là favorisent bien entendu les contaminations, comme on l'a vu pour cet été. Donc forcément, l'arrivée des fêtes de fin d'année, des regroupements potentiels vont forcément augmenter le risque en tout cas de contamination et donc exposent forcément à un rebond de l'épidémie. Je pense qu'il y a plusieurs messages et il y a plusieurs niveaux par rapport à la vaccination. Je crois qu'il y a un grand message, qui est il faut se faire vacciner. Ça, c'est le grand message. On sait l'efficacité des vaccinations dans plein de pathologies. Donc ça doit être un message qui ne doit pas être discuté, qui est il faut se faire vacciner quand on a un vaccin qui est disponible vis-à-vis d'un certain nombre de pathologies, et de pathologies comme celle d'une pandémie, celle que nous voyons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quels sont les vaccins qui sont à disposition, quels sont les vaccins qui vont être à disposition, quels sont les types de vaccins vis-à-vis de quelles cibles finalement. Donc il y a une première groupe de vaccins là qui vont être disponibles pour des personnes fragiles, des personnes en EHPAD, des personnes âgées. Donc c'est un premier groupe de vaccins. Et puis il y aura un deuxième autre vaccin qui va arriver, c'est le vaccin AstraZeneca, qui va arriver un peu plus tard, qui sera plutôt destiné à une population beaucoup plus large. Donc le grand message, ça doit être oui, il faut se faire vacciner. Ça, je pense que c'est un message qu'il faut lancer dès maintenant pour resensibiliser la population française pour laquelle on sait qu'il y a des divergences d'appréciation par rapport à l'efficacité des vaccinations en général. Donc je pense que c'est un grand message qu'il faut commencer par véhiculer dès à présent. Et puis après, en fonction de l'arrivée des différents vaccins et des cibles de ces vaccins, il faudra vacciner à ce moment-là différentes populations au fur et à mesure de l'arrivée des vaccins qui arriveront sur le marché. Donc je pense qu'il faut être confiant sur le fait que l'élaboration des vaccins suit quand même différentes procédures. Alors, les procédures peuvent être plus ou moins accélérées, bien entendu. Il faut cependant pas brûler les étapes, et c'est pour ça qu'on a peu un vaccin 4 mois après le début de l'épidémie. Bien entendu, il y a des différentes étapes de validation de ces vaccins qu'il faut respecter. Des étapes. Voilà. Donc forcément, les vaccins qui arrivent sont des vaccins qui ont subi déjà un certain nombre d'étapes très importantes quant à leur fiabilité et quant à leur innocuité également, selon les règles habituelles. Donc il faut croire effectivement ce qu'on connaît déjà pour les autres vaccins, puisque la procédure d'élaboration de ces vaccins a suivi un processus scientifique et un processus de production très rigoureux. À la fois plus simple et plus compliqué. Plus simple parce qu'on a effectivement appris
lors de la première vague à s'organiser et on a pu remettre en place un nombre de schémas qui ont été ceux de la première vague avec des secteurs dédiés, donc des organisations qui avaient déjà été finalement rodées en quelque sorte, donc c'est reprendre finalement des choses qui ont bien marché, et plus compliqué parce qu'on a une activité qui est plus importante aux urgences en ce qui concerne l'activité non Covid. C'est la grosse différence par rapport à la première vague, c'est que l'activité non Covid qui s'était vraiment effondrée lors de la première vague, du fait d'un confinement très très important et très très intense, eh bien non, elle n'est pas éteinte du tout lors de cette deuxième vague. On a une activité non Covid aux urgences qui persiste, qui est bien là, et qui fait qu'on a des chiffres globaux de passage qui restent des chiffres habituels de ceux que l'on connaît. En fait, les deux mots en général. Premièrement, il y a des tests, et je pense que ces tests, ils sont utiles. Ils sont utiles, il ne faut pas les ignorer, mais ils ont bien entendu une valeur qui est quand même relative. Pourquoi? Parce qu'on sait un test positif eh bien, vous prouve que vous êtes positif, un test négatif, il peut persister un doute. Ça, c'est la première chose à avoir, c'est pas toute confiance dans les tests. Premier élément. Deuxième élément, c'est un test qui est réalisé à un instant T, est valable à un instant T, dans l'intervalle de temps, qui va suivre effectivement une rencontre de personnes, eh bien on peut avoir des contacts humains et donc se recontaminer, se contaminer en tout cas. Donc un test négatif, il n'est pas valable très très longtemps finalement, c'est le temps du test. Le lendemain, dans l'heure qui suit, pourquoi pas, si vous avez un contact avec quelqu'un qui est positif, vous pouvez vous contaminer très très rapidement, bien que vous ayez un test positif. Donc il faut toujours avoir ça en tête quand même, sur le fait que le test donne une première idée, une première appréciation, mais ça n'empêche pas le respect derrière des mesures barrières. Il ne faut pas se dire, j'ai mon test, il est négatif, allons-y, je peux vivre exactement comme avant. Non, ce n'est pas vrai actuellement. Et il faut être très très vigilant, je pense, sur le fait de fin d'année, sur le fait de ne pas prendre vraiment ces tests, s'ils sont réalisés comme un quitus de je suis en bonne santé et je suis tranquille pour 3 semaines ou pour 15 jours. Non, absolument pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, réunion de personnes, oui, puisque le virus, finalement, on le sait, est une contamination interhumaine, plus on va multiplier les risques et plus on sera nombreux, plus on va augmenter le risque bien sûr de contamination. Donc ces règles finalement qui sont assez simples, qui sont les mêmes règles qu'on répète un peu depuis le début de la dernière vague, elles restent tout à fait valables. Il faut les appliquer strictement. C'est vraiment pas le moment pour nous de baisser la garde. L'épidémie est bien là. Nous, il y a des conséquences importantes dans le terme de fonctionnement de l'hôpital. Ça demande vraiment beaucoup de ressources hospitalières, une organisation hospitalière qui est très très compliquée pour tout le monde actuellement. Et il ne faut pas éviter de rajouter une troisième vague, bien entendu, à la deuxième vague que l'on vit déjà actuellement. Je pense qu'il faut que la population prenne conscience qu'il y a une prise de conscience collective du risque qu'il y a par rapport à ça et de l'affaiblissement que l'on peut induire au niveau des hôpitaux. Les hôpitaux, on leur demande beaucoup, on fait beaucoup, le personnel est solide, mais vous savez, il y a des points de rupture qu'il ne faut pas dépasser. Et là, on est au tout début de l'hiver pour nous. Tout début de l'hiver, pour nous, c'est le début de l'hiver actuellement. Donc on sait bien qu'on a derrière nous des mois importants, d'activités très intenses, des pathologies hivernales, en dehors du Covid, qui commencent à émerger, des décompensations respiratoires, par exemple, très importantes, à d'autres virus, qui sont là, qui vont impacter notre fonctionnement. Donc vous voyez bien, là-dessus, ramener une autre épidémie, une autre vague, va rendre les choses vraiment très très compliquées pour l'ensemble du personnel hospitalier. C'est toujours des questions qui sont difficiles et je pense qu'il n'y a pas d'avis tranché à avoir là-dessus. Je pense que, tel qu'on peut l'apprécier, je pense que c'est plus une réponse peut-être individuelle. Une réponse médicale serait de dire, écoutez, oui, il faut. La réponse médicale et sanitaire serait de dire, écoutez, la deuxième vague n'est pas encore terminée, donc il faut rester très très prudent et éviter les lieux de contamination. Les théâtres, les cinémas en font partie. Alors vous dire si les cinémas, les théâtres ou les supermarchés ont un risque de contamination supérieur à l'un ou l'autre, je pense que ça dépend chaque fois des protocoles sanitaires qui sont mis en place et du respect de ces protocoles sanitaires dans chacun de ces lieux, bien entendu. Donc c'est très difficile de dire est-ce que c'est mieux ou pas mieux. Je pense qu'il y a une balance et un équilibre à trouver entre le fait de restreindre les libertés, et on sait bien que le confinement et les restrictions, à un moment donné, ça a ses limites aussi. L'être humain ne peut pas supporter non plus de rester enfermé chez lui, de supprimer tous ses contacts, de supprimer les activités culturelles qui sont importantes pour nous. Donc il faut trouver le bon équilibre. Donc je n'ai pas moi à me prononcer sur le fait que ce soit une bonne mesure ou pas une mesure, en tout cas plutôt expliquer. C'est dans une logique en tout cas de deuxième vague qui est bien là pour nous, d'un plateau qui se maintient et d'un avenir qui est incertain quand même sur le début de l'année.
Écoutez, à la fois, il faut se réjouir du fait que les gens se testent et qu'on ait les tests aujourd'hui. Hein. On se rappelle vraiment lors de la première vague, on était vraiment à l'aveugle. Hein, on ne savait pas si on était positif, pas positif. On avait des suspicions. Et puis, donc, il faut se réjouir déjà d'avoir les tests et qu'on puisse se tester. Donc, effectivement, plus on se teste et plus on va dépister de cas, y compris des cas qui ne vont pas être graves, forcément. Et plus il y a de pression pour se tester, et des pressions de l'entourage, etc., ou du milieu professionnel pour se tester dès qu'on a des symptômes qui seraient évocateurs de Covid. Donc forcément, on va augmenter le nombre de tests et augmenter le nombre de tests positifs, bien entendu. Hein. Donc cette jauge, c'est une jauge un petit peu qui a été mise à un moment donné. C'est difficile de se donner, de fixer une jauge, hein. Très difficile, 5 000, pourquoi pas 6 000, pourquoi pas 8 000, et entre 8 000 et puis 10 000, du coup l'écart serait, vous voyez, plus réduit. Donc c'est difficile. En tout cas, ce qu'il faut suivre, c'est la cinétique, je pense. Hein, suivre la cinétique au niveau, d'une part, des résultats de ces tests, mais deuxièmement, la cinétique du nombre de lits de réanimation occupés à l'hôpital. Hein, ça, c'est un bon indicateur du nombre de cas graves, hein, qui représente un pourcentage du nombre de personnes qui sont contaminées. Hein. Donc, il faut suivre cet indicateur, mais je pense qu'il faut en prendre d'autres également, hein, qui est notamment l'état de saturation de nos hôpitaux et l'état de saturation des services de réanimation. C'est un très bon indicateur à suivre également. Je pense, comme dans l'ensemble de la population, que la situation est difficile pour tous. Aussi bien pour ceux qui continuent à travailler dans les mêmes conditions, voire qui travaillent plus, parce que les conditions de travail sont plus difficiles, et c'est le cas à l'hôpital, bien entendu. On pourrait dire c'est notre travail, oui c'est notre travail, mais il est quand même rendu très très compliqué pour un certain nombre de catégories de personnel, soignants bien entendu, mais aussi pour un certain nombre de médecins, de chirurgiens, qui comme maintenant ont une activité qui a été déprogrammée de façon très très massive. Donc il faut bien avoir conscience de ces difficultés. Notre rôle à l'hôpital, c'est de continuer à accueillir les patients, pour jouer notre rôle sanitaire. Nos inquiétudes actuellement, c'est bien sûr la période de fin d'année, c'est les fermetures des cabinets médicaux, c'est les réserves aussi de lits dans les cliniques, qu'on espère qui vont être maintenues pour nous aider à gérer en fait cette phase de fin d'année. Donc il y a des inquiétudes. Pour nous, on espère que ces inquiétudes elles vont être levées par des mesures qui vont être prises pour nous aider collectivement à gérer cette crise sanitaire. Donc respectez bien les mesures barrières, c'est vraiment le message pour les fêtes de fin d'année. Respecter ces règles de réunion à 6 personnes, ce sera un Noël et un Nouvel An particulier pour tout le monde, mais respectons vraiment ces mesures, c'est fondamental à ce stade de l'épidémie en France. Merci. Merci à vous. Merci.